C'est la mentalité québécoise qui m'a surpris au début. Et les chefs québécois n'ont pas les mêmes barrières que d'autres chefs. Et c'est ça qui a permis à Montréal de s'élever, genre culinairement parlant. Je te parle que ce soit en termes de cuisine, en termes de pâtisserie, de boulangerie ou autre. Et le respect, on va dire, de leur terroir. Quand tu t'intéresses un peu, tu as des fromages, de la charcuterie, des trucs super, de la bière, des choses super intéressantes qui se font. Et ça va super vite, quoi. Parce que tu vas avoir 10% négatif, 90% de positif. Et la chose que je vais retenir, c'est souvent le négatif que tu retiens. Je me suis dit, ok, c'est le timing, tu vois. Ça tombe bien. C'est le moment de se lancer, ça va être dur parce que je vais être tout seul et je vais devoir tout apprendre tout seul. Et au final, ça s'est super bien passé et quand je vois où j'en suis actuellement, genre je suis très heureux là. Je me considérais jamais légitime de faire ça. C'est le problème des passionnés en général. Tu as toujours le sentiment de ne pas être assez bon, de ne pas être à la hauteur de toi-même. Et du coup, tu te sens pas tous les jours légitime. Exactement. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Amis passionnés, bonjour et bienvenue dans Ferment Mind. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Julien Desmonchy. Julien, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et toi? Super. Écoute, je suis vraiment content que tu aies accepté de participer à l'émission. Je suis vraiment content d'être venu à Montréal aujourd'hui pour ça. Parce qu'on va parler de viennoiserie, comme beaucoup de gens sans doute. Mais on va parler de pas mal de choses. On va parler du Québec un petit peu aussi. On va parler de pâtisserie, de viennoiserie au Québec, mais aussi de voyage, d'entrepreneuriat et de formation, de transmission. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, surtout que tu as un personnage qui a sans doute beaucoup de choses à dire et qui a vécu beaucoup de choses. J'ai pu découvrir quand même, tu as fait quelques concours quand tu étais plus jeune. Et tu as même aussi pu travailler avec Amaury Guichon. Donc j'ai été un petit peu, je vais pas te mentir, un petit peu stressé de préparer cette émission quand j'ai su ça. Parce que je me suis dit quand même, bravo Julien déjà pour tout ça. Et donc, pour commencer, tu sais, cette première rubrique, la rubrique Casser la croûte, comme tu le sais peut-être, je fais une petite rubrique d'introduction qui s'appelle Bien ou mal. Donc tu peux répondre que par bien ou par mal. Et des questions subjectives, bien évidemment, on pourra revenir dessus si tu le souhaites. Parce que à chaque fois, c'est quand même relativement des questions entre deux. Entre deux, j'essaye d'être ambigu, pas forcément de l'être, d'être subjectif et pas toujours d'être non plus dans la zone de confort de la personne. Parce que c'est moins drôle. Bien sûr, le petit challenge. Bien ou mal, première question, de s'installer dans un pays étranger pour travailler pour son travail ou sa carrière. Bien. Bien ou mal, d'apporter des techniques d'autres pays, quitte à dénaturer la tradition, le traditionnel. Bien. Ok. Bien ou mal, d'avoir un cursus professionnel atypique. Bien. Ok. Bien ou mal, de former en ligne à un métier qui repose sur le toucher et la sensibilité. Bien. Bien ou mal, de travailler avec Amaury Guichon. Très bien. Voilà, c'était les premières questions bien ou mal. Voilà, je veux pas être piégeux. Non, c'est comme des entre-deux, mais on va en discuter. Bien sûr. De toute façon, on est là pour ça, il n'y a pas de souci. Et justement, toi, ça fait 10 ans que tu es au Québec. Et en 10 ans au Québec, moi, je te poserais la question, pourquoi le Québec? Mon souhait premier était déjà de quitter la France et puis plus de découvrir l'Amérique, finalement. Mon but premier, donc il y a une dizaine d'années, c'était d'aller aux États-Unis. J'avais commencé les démarches pour aller aux États-Unis et tu en as parlé dans ma présentation. J'ai fait pas mal de concours et les concours m'ont permis de rencontrer des personnes. Et en fait, lors de mon deuxième concours du championnat de France du dessert, j'ai rencontré Jean-Marc Guillot, qui est un meilleur ouvrier de France glacier, et qui lui est établi à Montréal. Donc en discutant avec l'organisateur, le président du concours du championnat de France du dessert, chacun un peu a discuté de dire qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et j'ai parlé de mon souhait de l'Amérique et il m'a dit bon, c'est pas les États-Unis, mais on a un chef dans le jury qui est présent pour le concours, qui lui habite à Montréal au Canada. Est-ce que ça t'intéresse que j'aille te le présenter et échanger avec lui? J'ai fait avec grand plaisir. Du Nord. C'est ça. Et en fait, Montréal s'est avéré que c'était
pas la solution de facilité, mais c'était plus simple pour certains aspects. C'est quand même plus simple pour différents aspects, principalement pour la langue, parce que j'étais pas du tout bilingue à l'époque. Donc aujourd'hui c'est bon. Je dirais pas bilingue, je dirais que je m'en sors un peu mieux de par mes contrats et autres, mais ouais, ça a donné que j'ai rencontré donc ce chef-là pendant ce concours et c'est ça qui m'a emmené aujourd'hui à Montréal. Ok, donc pas prévu à la base, mais au final une belle découverte. Quand tu es arrivé au Québec, est-ce que tu as eu des impressions, c'était quoi tes impressions sur la boulangerie, la pâtisserie, sur le monde de la viennoiserie? En fait, à l'époque, quand je suis arrivé, j'étais vraiment plus du côté pâtissier, en plus de restaurant. Donc, je venais de sortir de l'école, je venais d'obtenir mon diplôme ma mention complémentaire en dessert de restaurant. Donc, j'étais plus axé restauration, pâtisserie, mais cuisine aussi. Donc, j'avais pas trop cet œil-là de la pâtisserie boutique ou de la boulangerie parce que c'était un monde que je connaissais pas du tout. Mais en tout cas, quand j'en parle à mes confrères ou autres, on le voit que ça a énormément évolué et que ça a pris un... C'est là-dessus que je voulais revenir. Est-ce que du début à aujourd'hui, en 10 ans, tu as vu vraiment une évolution, une amélioration, quelque chose de neuf dans le Québec? Parce que de toute façon, quand j'ai commencé, donc j'ai fait une expérience qui s'est très mal passée, donc j'ai très vite changé d'emploi, où là je suis arrivé chez un autre meilleur ouvrier de France, en pâtisserie boutique cette fois, donc c'est vraiment là que j'ai commencé mon expérience en boutique. Et quand je regarde ce qu'on faisait il y a 10 ans, tu te rends compte que même si je travaillais pour un meilleur ouvrier de France, genre ça a énormément évolué, un truc de fou. Montréal a tellement grandi culinairement parlant ces 10 dernières années que ça a vraiment... C'est grâce à quoi tu penses, selon toi, que ça a évolué, que ça a grandi? Je pense que c'est beaucoup j'allais dire, je vais pas dire l'immigration parce que ça ferait un peu bizarre de dire que c'est les Français qui ont amené ça. L'importation de plusieurs cultures étrangères. Toutes les cultures, en fait, c'est ça. En plus, Montréal, c'est vachement cosmopolite, donc il y a beaucoup de cultures qui se mélangent. Et aussi que les chefs québécois n'ont pas les mêmes barrières que d'autres chefs. Ils sont plus ouverts à plein de choses et ils ne se mettent pas dans des carcans. C'est ce que j'ai déjà entendu assez sur Et c'est ça qui a permis à Montréal de s'élever, genre culinairement parlant. Je te parle que ce soit en termes de cuisine, en termes de pâtisserie, de boulangerie ou autre. Et le respect, on va dire, de leur terroir, qui veulent vraiment genre prouver que le Québec est un terroir quand même. Mais moi, c'est ce qui m'a choqué, c'est que j'en parlais d'ailleurs avec quelqu'un tout à l'heure. Au Québec, c'est un pays qui est historiquement qui est pas très vieux, le Canada. Et, quand tu vois tout le terroir qu'ils arrivent à créer chaque année, tous les petits artisans du coin, franchement, quand tu t'intéresses un peu, tu as des fromages, de la charcuterie, des trucs super, de la bière, des choses super intéressantes qui se font, et ça va super vite, quoi. Non, on évolue vraiment super bien là-dedans, même que ce soit, je sais, en termes de moulins, ou autre, ça... On est vraiment genre on est sur la pente là, on est vraiment en train en perpétuelle progression et c'est super pour nous genre amoureux et passionnés de la nourriture. De la nourriture et de la gastronomie, bien sûr, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, toi tu disais que tu as travaillé du coup avec plusieurs MOF. C'est comment tu vois le travail avec un MOF, toi? C'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui m'a marqué. Qui est enrichissant? Ouais, enrichissant parce qu'ils ont énormément de savoir-faire. Ils n'ont pas toujours tous le meilleur savoir-vivre et la meilleure façon de transmettre. Ils ont, comme on m'avait déjà dit, ce côté où vraiment à te pousser toujours à faire mieux, toujours à dire non mais c'est bien mais peut mieux faire. Ils le disent toujours pas de la bonne façon, mais ils le disent parce que je pense que encore une fois c'est un système d'éducation, donc ils ont appris comme ça. Donc pour eux, si eux ils ont appris comme ça, si eux ils ont appris comme ça, ils doivent te le transmettre comme ça. Moi j'ai une vision complètement différente de ça, mais oui, en fait on voulait rendre, enfin moi personnellement je voulais les rendre fiers parce que c'est des noms, parce que c'est des personnes importantes qui savent énormément de choses et donc toujours se pousser pour pouvoir leur montrer que nous aussi on est capable de faire des choses bien et c'est ça, et de les rendre fiers quoi, tout simplement. C'est la façon de former qu'on avait vraiment à l'époque, des anciens patrons, même en apprentissage, formés à la dure. C'est vivable, quand tu es passionné, ça passe, mais ça peut aussi très vite décourager un jeune, ou ça peut très vite Ça fait vite le tri. Hein. C'est ça. Mais trop même peut-être, parce qu'il y en a qui seraient capables de faire des belles choses et d'aller, et d'être doués, mais
tu coupes vraiment les vifs trop vite et les gens sont vraiment tannés et dégoûtés trop vite. Faut être fort, hein, vraiment, faut être fort mentalement. À l'époque, je veux dire, il fallait être fort mentalement. Maintenant, ça évolue beaucoup et il y a sans doute, moi je connais pas beaucoup de meufs, mais moi j'ai été formé en brevet de maîtrise par notre professeur était meilleur ouvrier de France. Lui, il était au niveau de la formation, il n'a jamais eu de soucis, il était super pédagogue, mais en même temps, c'était son travail parce qu'il était professeur aussi, il n'était pas dans une boutique. Tu vois. Et moi, je me posais la question, du coup, pour revenir quand toi t'es arrivé, est-ce que tu as eu des surprises, tu as eu des trucs qui t'ont un peu marqué, des anecdotes dans ton taf que tu t'attendais pas ou des choses comme ça? Le truc principal, c'est que je sortais aussi de restauration et de ce travail à la française. Et c'est la mentalité québécoise qui m'a surpris au début. En quoi? De finir, principalement, ça va être le travail, tu vois. Ça va être de finir à l'heure, de pas dépasser, je suis payé pour ça, donc je fais ça. Et moi, en fait, j'étais dans cette mentalité française là à l'époque de. Pour moi, c'est les extraterrestres de penser comme ça. Pour moi, ça voulait dire. Il n'y a pas d'heure de fin. Tu as fini quand ta job est donné. Donc, moi, à l'époque, on faisait, quand je travaillais pour ce meilleur ouvrier de France là, on travaillait 10 à 12 heures par jour. On était payé 8. On était payé 8 heures par jour. On travaillait pas grand chose. Puis pour moi, c'était normal. Mais. À la fin, tu te rends compte que est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est juste qu'on a des façons de faire différentes? Et au final, je me rends compte que maintenant, ils ont raison. Avec certaines mesures, bien sûr, je dis pas que voilà, t'as fini ton 8 heures, t'as pas fini de rouler tes croissants, tu t'en vas, tu laisses ton plan de travail. Non, c'est pas ça. Mais cette forme de respect en fait de ton travail, de ta vie aussi, et de pas trop donner si on ne donne pas en retour. Je veux dire, tu peux faire des heures, tu peux travailler 10 heures par jour, mais il faut que ça suive aussi dans le respect de ton patron. Il faut que tu sois payé pour ton travail. Et c'est pas toujours ce qui a été fait. Donc c'était ça la première chose, et puis qui m'a choqué le plus. Et puis finalement, je me rends compte que ça m'a choqué, mais c'est eux qui avaient raison. Ouais, tout à fait. Et il y a des choses qui t'ont choqué dans la gastronomie. On en a parlé tantôt, mais des plats, des façons de manger. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sucre dans les choses. Tu vois, par exemple, je trouve que c'est très très sucré. Il y a des fois ça va, mais quand même il y a des moments c'est très sucré et ça perd du goût, genre même les gâteaux, des choses comme ça en supermarché, tu vois. Comme tu viens de le dire, là c'est principalement en supermarché qu'on va le voir. En boutique, on va dire, je vais quand même essayer de me renseigner sur ce qui se fait en boutique avant d'y aller, dans une pâtisserie ou autre. Donc c'est sûr que si ça m'intéresse pas, c'est bête, mais des fois il y a des pâtisseries juste en les voyant, tu sais que c'est trop sucré. Donc c'est pas vers ce genre de choses que je vais aller. Ce genre de choses, tu vois. Mais tu vois, c'est vraiment dans les supermarchés parce que tu es quand même obligé d'aller dans un supermarché pour faire ton épicerie à toi. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un réel décalage dans les créations de pâtisserie. Peut-être ce côté plus américain. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le côté américain. Quoi. Donc eux, ils sont habitués à ça, donc pour eux, ça les choque pas. Mais pour nous, quand on arrive, t'as un choc, t'es là, ok, là, la culture, il y a une barrière. Ouais, je comprends. Et toi, du coup, t'es passé par là et aujourd'hui, tu fais des formations. Tu fais du consulting. Et est-ce que c'est quoi les défis de faire du consulting, s'il y en a? Comment c'est le début en plus, surtout de faire des débuts en consulting? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Comment ça se passe? Non, c'est vraiment pas facile parce que tu arrives dans un lieu. Si je te prends un exemple de n'importe quel consulting, genre tu arrives dans un endroit où il y a une routine qui est instaurée, où il y a du personnel qui est habitué à une certaine façon de travailler. Et c'est pas simple de venir toi, d'apporter ton œil extérieur et d'essayer de leur donner des solutions. Donc il faut toujours s'adapter au final à l'environnement. Là, tu rentres dans une entreprise qui tournait déjà avant toi et tu dois imbriquer la pièce alors qu'il n'y a pas trop de place. C'est ça. Et donc comme on disait, parfois ça peut être des soucis de connaissances, parfois ça peut être des soucis de matériel. Il y a plein de choses autour desquelles je dois m'adapter. Et dans tous les cas, mon but, c'est de trouver la meilleure solution pour pouvoir les aider. Ouais, pour tout le monde et puis pour pouvoir... c'est ça. Ça ne doit pas être des défis faciles, quoi. Ça, c'est le plus gros challenge, en fait. Puis, tu sais, tout le monde n'a pas... cerné en même pas quelques jours, c'est en quelques heures que tu dois cerner un peu ok, si ça se passe comme ci, comme ça. Non, c'est vraiment pas simple. Il y a des endroits où ça va se faire plus facilement que d'autres.
Encore une fois, ça va dépendre du personnel. Tu sais, il y en a qui vont être plus réceptifs que d'autres, il y en a qui vont être plus ouverts d'esprit que d'autres. Donc ça va vraiment dépendre de tellement de facteurs différents. T'en as qui, par exemple, sont en mode non mais moi ça fait 10 ans que je travaille là, pourquoi j'écouterais un inconnu? Pour l'instant, j'en ai pas eu. Okay. Pour l'instant, ça s'est relativement bien passé. Ils ont quand même été tous à l'écoute. Et même si j'ai déjà eu affaire à des gens qui connaissaient énormément de choses, en fait, on était dans l'échange tout simplement. Je n'ai pas essayé d'apprendre, c'est de partager nos connaissances. Exact, de partager les connaissances parce que tu sais, ça arrive quand tu t'en vas dans une équipe où il y a genre une dizaine de personnes. Bah, dans l'autre, tu vas en avoir une ou deux qui vont quand même être passionnés et qui vont comprendre et connaître ce que tu vas leur apprendre. Mais c'est pour ça que là, ça devient plus intéressant de partir sur l'échange et de quand même essayer de trouver les meilleures solutions pour eux, pour les aider un maximum. C'est ça. Et surtout, un petit point qu'on a parlé tout à l'heure quand on mangeait, le consulting aussi, c'est cette question de légitimité quand tu es consultant. C'est quelque chose qui est dur pour toi à affronter, c'est quelque chose qui a été pas facile à surmonter. Comment ça s'est passé? Je pense que ça ne sera jamais facile à surmonter parce que je pense que je me considérais jamais légitime de faire ça. C'est le problème des passionnés en général. Tu as toujours le sentiment de ne pas être assez bon, de ne pas être à la hauteur de toi-même. Et du coup, tu ne te sens pas tous les jours légitime. Exactement. Parce que, encore une fois, comme tu le sais, je travaille énormément avec les réseaux sociaux, donc je vois beaucoup ce que les gens font aussi. Et ça, c'est ultra destructeur des fois. C'est piégeur, c'est vachement piégeur parce que je sais que tu en parlais dans un des podcasts où en fait, on n'a pas le même environnement que l'autre et on peut rapidement se mettre à la même hauteur que lui. Alors que moi, maintenant, j'ai ce rôle-là, on va dire. Tu sais, je travaille plus en production, je fais plus des produits de démonstration. J'essaie de faire quand même des produits de démonstration qui sont facilement adaptables en entreprise. Sont adaptables, tout à fait. Mais genre moi, je peux créer de la frustration chez d'autres parce que je vais faire des croissants qui vont être à leurs yeux magnifiques, mais en fait, moi, je vais en faire 20. Toi, tu vas en faire 1000 dans ta journée. Donc, tu n'as pas toujours le même temps à louer un croissant. Exact. Tu n'as pas le même temps. Exact. Donc, je peux comprendre la frustration parce que moi-même, je l'ai vécu à l'époque. Ça peut vraiment créer un déséquilibre. On en parlera tout à l'heure de la question des réseaux sociaux, mais c'est sûr que des fois, ça te détruit un peu en mode moi, j'imaginais faire ça, mais quand je vois telle personne en train de faire des viennoiseries de fou, à quel moment, moi, je peux me légitimer à vouloir avoir ci ou ça, tu vois. Ça, c'est compliqué. C'est pas facile. Et justement, donc, on en vient, donc tu as travaillé beaucoup, tu as avec des meufs, tu as fait du consulting, tu en fais toujours. Et il n'y a pas longtemps, donc là, tu as ouvert ta formation en ligne. Moi, je voudrais savoir comment ça t'est venu en fait à la base, cette idée-là. Comment c'était venu en tête, tout simplement? Très honnêtement, ça vient même pas de mon idée, c'est ma conjointe qui a eu cette idée-là. Okay. Donc j'ai eu de la chance qu'elle ait eu cette super idée. Je rende à César ce qui appartient à César. Et en fait, c'était le but, c'était de pas uniquement vivre du consulting parce que quand on démarre, c'est très compliqué. Comme on en a parlé, genre il faut quand même se créer une certaine chose pour pouvoir derrière démarrer des contrats. Et en fait, on s'est dit, parce que c'était quand même son idée, ok, comment est-ce que je peux aussi assurer un peu mes arrières financièrement parce qu'il faut vivre malgré tout, il faut en parler de l'argent là. Quand t'es patron, il fallait faire de l'argent. Et c'est quand même quelque chose qui vient à la mode là, de faire des formations en ligne, c'est facilement d'accès, etc. Et puis ça grandir de plus en plus. C'est ça, et puis ça peut être quand même quelque chose de rentable parce qu'une fois que c'est fait, que c'est en ligne, tu as juste à le promouvoir de temps en temps et puis tu peux faire des ventes. Tu penses que ça peut apporter une plus-value à la personne? À la personne, plus que toi. Ouais. À la personne, ça peut quand même l'aider parce qu'il y a toujours des infos qui ne sont pas forcément accessibles facilement et puis il faut les croire ces infos. Sur les reels aussi de beaucoup on en voit beaucoup des démonstrateurs ou même des gens très bons en viennoiserie qui font des reels qui, mine de rien, de base, t'expliquent comment faire la viennoiserie, mais te montrent pas toutes les mécaniques qu'il y a derrière, tous les tips qu'ils ont. Il n'y a pas tout ce descriptif-là, donc c'est pour ça aussi que il y a eu cette partie vidéo, cette partie formation en ligne, mais je me suis dit, ok, je vends une formation en ligne, comme beaucoup de monde le font, que ce soit en viennoiserie ou autre, ou peu importe lequel, et mon objectif c'était d'apporter quelque chose de supplémentaire, donc avec un e-book qui permet
aux gens de ok, quel matériel je dois acheter, je réponds à cette question. Pourquoi choisir tel et tel ingrédient. Donc je réponds aussi, j'apporte une plus-value en fait à cette formation-là qui me permet de légitimer en fait la formation. Tu la légitimes, et est-ce que tu réfléchis par exemple dans le processus de création quand ça t'est venu en tête à essayer d'avoir une éthique là-dedans ou à mettre quelque chose de valeur dans la création de ceci, parce que comme on dit, ça devient de plus en plus à la mode et c'est pour tout, hein, même pas que dans le domaine de la viennoiserie. Et il y en a beaucoup, tu vois que c'est pour du cash et que ça il n'y a pas tant d'éthique derrière et que ils vont te vendre des formations ou des choses qui ont des prix exorbitants, vraiment sans suivi, sans rien derrière. Et là, tu peux te poser des fois les questions éthiques de ok, est-ce qu'on n'est pas trop loin dans le truc, tu vois. Et toi, c'est vraiment des questions que tu t'es posées, est-ce qu'on va faire ça bien? J'ai eu du mal à me sentir légitime au début de faire ça. Et puis finalement, avec ce système aussi de suivi que je propose, de suivi un peu plus personnalisé avec la personne, ça me permet aussi de prouver à la personne que tu vois que je suis là pour elle, que je peux l'aider, etc. Et puis tu me parlais de légitimité. Au final, je peux revenir vite fait là-dessus. On disait que tu avais fait du consulting, mais légitimité, est-ce que c'est pas un peu une fierté d'avoir fait du consulting pour une entreprise qui a été élue meilleure croissant de Montréal? Si. On parlait, le Baraque Croissant, tu as fait donc du consulting et tu as travaillé avec eux. Ils ont été élus meilleur croissant de Montréal. Est-ce que c'est une fierté quand même de se dire waouh, j'ai aidé quand même, c'est quand même énorme. Après, c'est sûr que ça t'aide pas de légitimiser là-dedans, te dire quand même, ils les ont aidés. En fait, c'est les autres qui vont me le rappeler. Et il faut toujours un tiers parce qu'on a tendance à être tellement dedans et à se dire ouais, c'est bien mais je peux faire mieux, c'est bien mais je peux. Non, ça va être plus mon entourage en fait qui va me dire tu te rends compte de ce que tu as fait, tu te rends compte de ce que ça a apporté à ces gens, de comment tu as pu les aider, ou même c'est même les clients directement qui vont me le rappeler et c'est quelque chose que j'ai du mal, moi. Et déjà en demandant à la personne qu'elle vienne, déjà c'est comme on veut toi. Il y a une personne qui m'avait dit tu sais, il n'y a pas une question de légitimité, de plus-value à avoir, mais c'est juste que les gens des fois ils veulent que ce soit toi et pas quelqu'un d'autre. Outre le fait des compétences, outre le fait des connaissances, c'est juste l'énergie que tu vas apporter, la personnalité que tu vas apporter. Ils veulent que ce soit toi en consulting, pas plus qu'un autre, parce qu'ils aiment ce que tu es et la personne que tu es, tu vois. Rien que ça, je devrais juste le prendre, mais je sais pas. C'est compliqué. C'est un peu, je pense que ça fait partie de ma personne intégrante là. J'ai du mal. J'ai du mal à le prendre, alors que non, je devrais. Il faudrait lâcher, mais des fois lâcher garder prise, le positif, c'est tu évident, vois. Garder le positif et le négatif, parce que tu vas avoir 10% négatif, 90% de positif, et la chose que je vais retenir, c'est souvent le négatif que tu retiens. C'est souvent ça que tu retiens et que tu vois des fois avec les youtubeurs quand ils t'expliquent que tu as genre 5% de commentaires haters, mais ils se focalisent que là-dessus, alors qu'il y avait 90% de commentaires qui disaient que ta vidéo était bien, tu vois. Mais c'est vrai que ça, c'est une problématique qu'on a toujours à grossir la négativité et à la voir en premier, alors qu'elle est plus loin, quoi. Et justement, c'est vrai qu'on t'a présenté et tout, mais donc toi, tu es spécialisé aujourd'hui dans la viennoiserie et la lamination. Pourquoi t'as fait ce choix-là? C'était une question purement parce que c'est ce que t'aimes? C'est ce que je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais le plus, tout simplement. J'étais en pâtisserie à l'époque quand ça arrivait, donc j'étais dans un hôtel et j'ai eu un peu ce trop en fait de pâtisserie. Et je voyais que j'avais plus d'attirance pour ça, mais toujours une attirance pour le monde de la pâtisserie, le monde culinaire, etc. Et on m'a contacté pour reprendre un poste en viennoiserie. Alors j'avais quelques micro-bases, on s'entend là, je n'étais pas capable de gérer quoi que ce soit à l'époque. Et je me suis dit, en fait, je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus. Et je me suis dit, même si je reprenais un poste de responsable en étant tout seul et en connaissant pas grand-chose, je me suis dit, ok, c'est le timing, tu vois, ça tombe bien, c'est le moment de se lancer, ça va être dur. Parce que je vais être tout seul et je vais devoir tout apprendre tout seul. C'est pâtissier de formation à partir dans un milieu qui est un petit peu plus en général en boulangerie. C'est ça, exactement. C'est ça qui m'a fait le plus peur, mais au final, ça s'est super bien passé. Et quand je vois où j'en suis actuellement, genre, je suis très plus heureux. Là. Bah écoute, avant de revenir à je te proposerais de passer à la deuxième rubrique, la rubrique donc la levée des mystères. Mais est-ce qu'avant tu voudrais revenir sur des questions qu'on a vues ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Il y a une question qui m'a fait tiquer, mais je pourrais plus te dire laquelle exactement. Ok, tu veux... Vas-y. Donc il y avait s'installer dans un pays étranger pour sa carrière.
avoir un cursus professionnel atypique. Je pense celle-là peut-être qui t'a dit la formation en ligne, un métier qui repose sur le toucher et la sensibilité. On en a parlé un petit peu quand même. Donc, après c'est une question, tu te doutes que c'est une question juste pour un petit peu mettre un peu moins à l'aise la personne et pour avoir c'est toujours rigolo d'avoir essayer de pas toujours, même si je fais ça avec passion et du coup je vais voir des gens qui sont passionnés, j'essaye quand même d'avoir une espèce de pas toujours prendre parti tout le temps, d'essayer d'avoir un point de vue extérieur, de faire l'avocat du diable en fait en quelque sorte, parce que c'est plus intéressant, puis ça permet aussi d'enrichir le débat et la conversation. Écoute, c'est parfait, je te propose de passer donc à la deuxième rubrique. C'est déjà la fin de cet épisode de Ferment Mind. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Ferment Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.